Avant, je pensais que le foyer, c'était une personne, pas une maison, pas une ville, mais la sérénité rassurante de cet homme qui me tendait la main par-dessus la console centrale à chaque fois qu'on prenait la voiture. Nathan, on avait construit notre vie dans une petite maison de style craftsman, dans une rue bordée d'arbres, en banlieue de Portland. Le matin, les effluves de café et de pain s'infiltraient par la fenêtre ouverte de la cuisine. Les soirées étaient douces, le dîner sur la véranda, son rire quand je lui racontais les petits tracas du travail. On se disputait comme tous les couples, mais on finissait toujours par se retrouver au même endroit, blotti l'un contre l'autre sur le canapé, ma tête sur sa poitrine, à écouter son cœur ralentir tandis qu'il s'endormait. C'était avant le retour de ma sœur. Brooke était partie depuis des années, vivant en Arizona avec un homme que personne ne connaissait vraiment. Quand leur relation s'est terminée, elle a débarqué chez mes parents avec 2 valises et une histoire d'infidélité. Ma mère l'a accueillie comme toujours, les bras grands ouverts, la voix pleine de compassion, comme si les sentiments de Brooke étaient indescriptibles. Mon père a simplement hoché la tête et a porté les sacs à l'intérieur. Rien de nouveau sous le soleil. En grandissant, j'avais appris très tôt que les besoins de Brooke passaient avant tout, qu'ils soient exprimés ou non. La belle voiture à 16 ans. Les dépenses interminables pour les cours de danse. Les petites remontrances quand elle enfreignait les règles, ce qui m'aurait valu des semaines de punition. J'avais renoncé à toute forme d'équité depuis longtemps. Pourtant, quand Brooke a eu du mal à retrouver du travail à son retour, j'ai fait ce que je pensais être le devoir d'une sœur. J'ai demandé à Nathan s'il pouvait m'aider. Il occupait un poste important dans son entreprise, stable, respecté, le genre d'homme qui, discrètement, ouvrait des portes. Il a passé un coup de fil et Brooke a rapidement trouvé un emploi dans son service. Je me suis dit que c'était gentil de sa part. Je me suis dit que ça pourrait même nous rapprocher. Au début, c'est ce que j'ai cru. Elle a commencé à venir me voir après le travail, parfois avec Nathan, parfois à l'attendre si leur projet prenait du retard. Je rentrais de mon service de nuit et je les trouvais à la table de la cuisine, absorbés par leurs ordinateurs portables, à rire de quelque chose auquel je n'assistais pas. Je me versais un verre de vin et je les rejoignais. Mais de plus en plus, leur conversation se perdait dans des blagues privées que je ne comprenais pas, des allusions à des réunions dont on ne m'avait pas parlé. Quand je posais la question, Nathan souriait et disait qu'ils avaient simplement beaucoup de points communs au bureau. Brooke m'adressait son sourire éclatant et changeait de sujet. J'ai commencé à remarquer des petits détails. La façon dont elle lui touchait le bras en riant, la façon dont il se penchait vers elle quand elle parlait, comme si ses mots avaient un poids que personne d'autre n'avait. Le soir où je suis rentrée, elle était déjà dans le salon, chaussures enlevées, des boîtes de plats à emporter sur la table basse. Nathan avait toujours une explication. Le travail avait pris plus de temps que prévu. Il devait terminer quelque chose. Je voulais le croire. Je l'aimais depuis que nous étions à peine sortis de la fac. C'était lui qui me faisait me sentir spéciale. Mais un soir, après que Brooke soit rentrée chez mes parents, je suis allée faire le lit avant d'aller me coucher. Je le fais toujours de la même façon. Les oreillers ouverts vers le bord. Cette nuit-là, 2 des têtes d'oreillers étaient tournés vers l'intérieur, comme si quelqu'un s'était allongé là et les avait retournés en dormant. Je suis restée plantée dans l'embrasure de la porte, à les fixer. J'ai eu un frisson. J'ai demandé à Nathan s'il avait fait la sieste. Il a levé les yeux de son téléphone, a hésité une seconde de trop, puis a répondu non. Il m'a alors demandé pourquoi. Je lui ai parlé des tais. Il a ri doucement, disant que j'avais dû le faire moi-même et oublier. J'ai laissé tomber. Mais cette nuit-là, allongée à côté de lui dans le noir, je l'ai écouté respirer et j'ai senti une première fissure silencieuse s'ouvrir en moi. Quelque chose avait déjà commencé à changer. Je ne savais juste pas jusqu'où cela irait, ébranlant tout ce que je croyais posséder. Les doutes ne sont pas arrivés d'un coup. Ils sont arrivés par petites touches, comme le brouillard qui monte de la rivière par une fraîche matinée. Je surprenais Brooke qui s'attardait plus longtemps que nécessaire dans la cuisine, traçant du doigt le bord du comptoir pendant que Nathan terminait un article pour le travail. Son rire, doux et familier, se tournait vers lui. Je restais plantée sur le seuil, mon manteau encore sur les épaules, mes clés à la main, me sentant comme une étrangère chez moi. Je me disais que j'étais injuste. Elle venait de rompre. Elle avait besoin de compagnie. Et Nathan avait toujours été gentil. C'était une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Mais les petites choses s'accumulaient. Un soir, je suis rentrée et le salon sentait légèrement son parfum,
celui qu'elle portait depuis le lycée, doux et piquant. Nathan m'a dit qu'ils avaient passé en revue des rapports. J'ai hoché la tête, me suis versé un thé et me suis assise sur le canapé d'en face. Leur conversation a repris sur le thème du travail, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait plus comme avant, quand il parlait de sa journée. Il y avait une nouvelle aisance entre eux, une sorte d'intimité. Puis vint le dîner de famille chez mes parents. Il se voulait simple, juste nous 5 autour de la vieille table en chêne que ma mère cirait encore tous les dimanches. La conversation s'est déroulée comme toujours. Ma mère interrogeait Brooke sur son travail, mon père hochait la tête en silence, Nathan intervenait en donnant des détails sur les projets qu'ils menaient ensemble. Assise là, je souriais, passant les pommes de terre, ressentant cette vieille douleur d'être légèrement à l'écart. À un moment donné, Nathan passa devant la chaise de Brooke pour remplir son verre d'eau. Elle tendit la main, effleurant son avant-bras, et murmura quelque chose. Il s'arrêta, se pencha, et pendant une seconde, leurs fronts se frôlèrent. C'était bref, tendre, le genre de geste auquel on ne pense pas quand on peut le faire. Mais ce n'était pas le mien. Je le sentis d'abord dans ma poitrine, une morsure froide et vive, puis une chaleur me monta au visage. Je baissai les yeux sur mon assiette et continuai de manger. Plus tard dans la nuit, au lit, j'en demandai à Nathan. Il dit qu'elle lui avait juste demandé de passer le sel. Je lui dis que je n'avais vu personne changer de main. Il rit doucement, me serra contre lui et me dit que j'étais fatiguée du travail. Je le laissai me serrer dans ses bras. Je voulais tellement croire à l'explication la plus simple. La semaine suivante, j'ai organisé un week-end en amoureux, juste nous deux, au calme, sur la côte. Je pensais que la distance apaiserait les choses. Que peut-être, seuls tous les deux, sans travail, sans les contraintes familiales, nous retrouverions la flamme. La première nuit fut presque parfaite. Un verre de vin près de la cheminée, sa main dans mon dos, nous dansions sur la musique de son téléphone, la chaleur familière de son corps contre le mien. Pendant quelques heures, les doutes se sont dissipés. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et j'ai failli tout laisser tomber. Presque. Nous nous apprêtions à sortir quand je me suis surprise à lui demander calmement, directement, « Tu as une liaison avec ma sœur ?» Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Il s'est assis au bord du lit, les yeux embués, et a répondu oui. Il a expliqué que tout avait commencé par une attirance au travail, que ce n'était pas prévu, qu'avant même qu'il s'en rende compte, ils s'embrassaient, puis plus. Il n'a pas pu me regarder en face quand il a avoué que c'était arrivé dans notre lit. Les après-midi où j'étais encore au travail, je ne criais pas. Je ne pleurais pas tout de suite. Je prenais simplement mon sac et je sortais. Je rentrais seule en voiture. Il est revenu plus tard, a pris un sac et est parti pour un hôtel sans que je dise un mot. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Les jours suivants, je suis rentrée seule en voiture et tout s'est estompé en une longue et sourde douleur. J'errais dans la maison comme un fantôme. Je restais plantée dans la cuisine, une tasse froide à la main, fixant l'endroit sur le comptoir où Brooke avait l'habitude de s'appuyer pour parler à Nathan. J'ouvrais le placard de la chambre et je voyais sa chemise encore accrochée à côté de la mienne, la légère trace de son eau de Cologne s'élevant à mon passage. Je les ai laissés là pendant des semaines. Je n'étais pas prête à toucher quoi que ce soit qui me donnait l'impression de l'effacer. Quand j'ai finalement tout raconté à mes parents, leur réaction m'a enveloppée comme un brouillard humide. La voix de ma mère au téléphone était douce. Douce. Elle a dit qu'elle était désolée de ce qui s'était passé. Puis elle a ajouté que Brooke traversait une période difficile, qu'elle était partie quelques jours pour se changer les idées. J'ai compris qu'ils étaient au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais suffisamment. Suffisamment pour protéger Brooke en priorité, comme il l'avait toujours fait. J'ai demandé à ma mère combien de temps elle était partie. Elle a répondu que ce n'était pas à elle de le dire. J'ai posé la même question à mon père le lendemain. Il a baissé les yeux et m'a dit qu'il était d'accord avec ma mère. C'est alors que la douleur profonde s'est réveillée. Pas seulement la perte de mon mariage, mais aussi la lente et inéluctable prise de conscience que je n'avais jamais été la fille qu'il chérissait. J'avais passé ma vie à rechercher une stabilité qu'il n'avait jamais accordée qu'à Brooke. Et maintenant, même dans cette épreuve, elle passait avant tout. J'ai vendu la maison plus tôt que prévu. J'ai emballé ce qui comptait vraiment dans des cartons. J'ai laissé le reste pour le règlement du divorce et j'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville le temps de régler le reste. Les nuits étaient les plus difficiles.
Je restais éveillée à repasser en boucle chaque instant où j'avais douté de moi. Chaque fois que je souriais en me disant que j'imaginais des choses, l'été d'oreiller, le contact de mon front, la façon dont le regard de Nathan avait commencé à se détourner du mien, je repensais à tout cela. J'ai commencé une thérapie parce que je ne faisais plus confiance à mes propres pensées. Semaine après semaine, assise dans un bureau baigné de soleil, je disais la vérité à voix haute pour la première fois. Comment j'avais appris très tôt à me faire toute petite pour laisser place à la lumière de Brooke. Comment j'avais choisi Nathan parce qu'il me voyait. Vraiment. Et combien c'était dévastateur de réaliser que même cela pouvait m'être enlevé. Comment la colère et le chagrin vivaient côte à côte dans ma poitrine. Parfois l'un plus fort, parfois l'autre. La thérapie n'a rien réglé rapidement, mais elle m'a offert un répit pendant 1 heure chaque semaine. Les mois ont passé. J'ai déménagé à nouveau, 7 fois plus loin. J'ai roulé vers l'est jusqu'à ce que les montagnes m'entourent et je me suis installée à Denver, une nouvelle ville, un nouvel appartement avec des fenêtres donnant sur les toits au lieu des pins familiers que j'avais connus toute ma vie. Je n'ai rien dit à ma famille sur ma destination. Je ne l'ai confié qu'à quelques amis qui avaient pris de mes nouvelles, sans prendre parti. Avec le recul, je réalise que c'était le premier pas vers une véritable liberté. Choisir le silence plutôt que les explications. Me choisir moi-même plutôt que de retomber dans cette vieille habitude de chercher à être comprise par des gens qui n'avaient jamais vraiment cherché à me comprendre. J'ai eu 1 ou 2 relations. Rien n'a duré. Je n'étais pas prête et j'ai cessé de faire semblant. J'ai alors appris à apprécier ma propre compagnie. De longues promenades le long du fleuve, un café sur le balcon le matin, à regarder la ville s'éveiller. Des soirées tranquilles avec des livres et de la musique, loin de toute pression extérieure. Et lentement, presque sans m'en rendre compte, la douleur s'est estompée. Non pas disparue, elle ne disparaît jamais complètement, mais suffisamment adoucie pour que je puisse la porter sans souffrir. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mason. Il tenait un restaurant-bar dans un quartier animé du centre-ville. Lumière chaleureuse, bonne musique, l'odeur des grillades au feu de bois qui flottaient sur le trottoir. Un soir, après le travail, je suis entrée. Je me suis assise au bar et j'y suis restée jusqu'à la fermeture, à discuter avec lui entre 2 commandes. Il écoutait comme on écoute quand on n'attend pas son tour pour parler. Quand il m'a interrogée sur ma vie, je lui ai dit la vérité. Pas toute, mais suffisamment. Il n'a pas bronché. Nous avons pris notre temps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le sol se stabiliser à nouveau sous mes pieds. Les années ont passé comme des saisons que je me suis enfin autorisée à vivre. Mason et moi nous sommes mariés discrètement, juste nous deux et une poignée de membres de sa famille qui m'avaient accueillis à bras ouverts. Nous avons eu 2 enfants, un garçon aux boucles brunes comme Mason et une fille au rire éclatant, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Notre maison, nichée dans les contreforts de Boulder, résonnait des sons que je croyais perdus à jamais. Des petits pas qui courent dans les couloirs. Mason qui fredonne dans la cuisine en testant de nouvelles recettes pour les restaurants. Des soirées où je pouvais m'asseoir sur la véranda avec un livre et laisser le jour s'apaiser. J'avais coupé les ponts avec ma famille dès le début. Pas d'adresse, pas d'explication, juste le silence. Puis un jour, un message est arrivé. Il venait de ma mère. Un message hésitant, par-delà les années, évoquant le pardon et le manque des enfants qu'elle n'avait jamais connus. Je l'ai lu 1 fois, j'ai ressenti cette vieille culpabilité, et je l'ai laissé sans réponse. D'autres messages sont arrivés, des excuses qui semblaient récitées. On me répétait sans cesse que la famille était tout. J'ai bloqué les numéros, les comptes, tous les nouveaux moyens qu'ils avaient trouvés pour me joindre, jusqu'à ce que Brooke me contacte directement. Elle a demandé à me parler 1 seule fois, de vive voix. Contre toute attente, j'ai accepté un appel vidéo. Pas d'enfant à l'écran, pas de promesse. Quand l'écran s'est allumé, ils étaient tous là. Ma mère, mon père, Brooke. Il paraissait plus vieux, marqué par le temps, d'une façon que le temps seul ne peut expliquer. Brooke surtout, pâle, plus maigre, le regard chargé d'un poids que je ne voulais pas nommer. Ils ont commencé par des excuses, des regrets, des souhaits quant à leur façon d'agir. Ma mère a parlé de la solidarité familiale. Brooke a dit qu'elle aurait aimé revoir sa sœur. J'ai écouté sans l'interrompre. J'ai attendu la suite. Elle est arrivée assez vite. Les reins de Brooke étaient défaillants. Elle avait besoin d'une greffe. Un proche m'a offert la meilleure chance.
Ils n'ont pas posé la question directement au début. Ils ont tourné autour du pot, entre larmes et allusions à une seconde chance. Mais la vérité était claire entre nous. Ils m'avaient contacté uniquement parce qu'elle risquait de mourir sans aide et que j'étais le donneur le plus compatible. Je leur ai dit que j'y réfléchirais. J'ai raccroché. Mason m'a serré dans ses bras cette nuit-là, tandis que je fixais le plafond. Il m'a dit que quoi que je décide, il serait là pour moi. Sans pression, dans un sens comme dans l'autre. Juste de l'amour. J'ai fait les tests au Colorado. Les résultats sont tombés. Une compatibilité quasi parfaite. Rare, presque miraculeuse, a dit le médecin. Je suis rentré seul en Oregon. Brooke était à l'hôpital à mon arrivée. Stable, mais affaibli. Mes parents rôdaient autour de moi, me demandant discrètement si j'avais pensé à leurs autres soucis. Les factures qui s'accumulaient. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement voir l'équipe médicale et j'ai demandé une réunion dans la chambre de Brooke, en présence de tout le monde. Le médecin m'a tout expliqué calmement, ma compatibilité, le peu d'options disponibles en dehors d'un donneur vivant comme moi, et l'importance du temps. Quand il eut fini, je me suis approchée du lit de Brooke. Elle paraissait toute petite sous la couverture blanche. Sa main était fraîche quand je l'ai prise. Je l'ai regardée, vraiment regardée pour la première fois depuis des années. J'ai entendu chaque mot, ai-je dit doucement. Je suis votre meilleure chance. Peut-être la seule. Ses yeux se sont remplis. Une lueur d'espoir y a brillé. J'ai gardé une voix calme. Et je ne vais pas vous aider. Le silence s'est installé dans la pièce. Je suis venu ici pour que vous sachiez exactement qui aurait pu vous sauver et qui a choisi de ne pas le faire. Non pas par haine, mais parce que je comprends enfin ma valeur. Et je ne donnerai pas une partie de moi-même à quelqu'un qui a tout pris et qui en voulait encore plus. Brooke a détourné le visage. Ma mère a commencé à parler, la voix forte. Je l'ai regardée une fois, calme, d'un ton définitif, et elle s'est tue. J'ai lâché la main de Brooke. On ne me contactera plus. Ni pour ça, ni pour de l'argent, ni pour quoi que ce soit. Je suis sortie. Personne ne m'a suivi. Dans l'avion du retour, j'ai regardé les nuages en contrebas et j'ai senti quelque chose s'installer au plus profond de moi. Ni triomphe, ni vengeance, juste la paix. Ce genre de choses arrive quand on arrête de demander à des gens qui ne vous ont jamais vu de commencer enfin. Je suis rentré chez moi, dans le Colorado, le lendemain. Mason m'attendait à l'aéroport. Les enfants dormaient à l'arrière, la tête penchée contre leur siège auto comme de petits oiseaux. Il ne m'a pas tout de suite interrogé sur le voyage. Il m'a simplement prise dans ses bras dans le parking silencieux et m'a serrée contre lui jusqu'à ce que je me sente me détendre. Sur le chemin du retour, les montagnes se dressaient sombres sur le ciel du soir, et je les ai contemplées en silence. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, la lumière du porche était allumée, chaleureuse et stable. À l'intérieur, la maison embaumait le pain au romarin que Mason avait préparé plus tôt. Notre chien a battu la queue contre le sol quand je me suis agenouillée pour le saluer. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, j'ai tout raconté à Mason, sans en faire tout un plat, simplement les faits, à voix basse, autour d'un thé à la table de la cuisine. Il a écouté, a hoché la tête une fois et m'a dit qu'il était fier de moi d'être parti. Que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qu'on finit par apprendre à fermer. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Plus aucun message. Non, s'il vous plaît. Le silence, tout simplement. Celui que j'avais choisi des années auparavant, me revenait. La vie reprenait son cours, douce et ordinaire, comme toujours quand on n'attend plus que le passé se répare de lui-même. Les matins avec Mason dans la cuisine, à échanger des articles de journal pendant que les enfants se disputaient la dernière crêpe. Les après-midi à donner un coup de main dans les restaurants, à saluer des visages familiers, à goûter de nouveaux plats, à me sentir partie prenante de quelque chose qui avait grandi grâce à nos efforts communs. Les soirées d'été sur la terrasse, les lucioles clignotant dans l'herbe, poursuivies pieds nus par les enfants. Certains soirs, quand la maison était enfin calme, je m'asseyais seule avec un verre de vin et me laissais aller aux souvenirs, non pas pour ouvrir la plaie, mais pour ressentir à quel point elle avait guéri. La trahison vit encore quelque part en moi, une légère cicatrice, rien de plus. Elle me rappelle ce à quoi j'ai survécu, ce que je refuse de céder à nouveau. Je pense parfois à Brox, non pas avec amertume, mais simplement en reconnaissant que ses choix l'ont mené là où ils sont et les miens m'ont mené ici.
J'espère qu'elle a trouvé la paix dans le temps qui lui restait. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant, et c'est un don désintéressé, sans contrepartie pour moi. Avec le recul, le plus dur n'a pas été de perdre Nathan, ni même Brooke. C'était d'accepter que ma famille biologique ne m'ait jamais vraiment considéré comme quelqu'un qui méritait d'être protégé. Mais les perdre, les laisser partir pour de bon, m'a permis de construire une famille qui, elle, le fait. La famille de Mason est devenue la mienne sans cérémonie. Ses parents appellent simplement pour prendre de ses nouvelles. Ses frères et sœurs arrivent avec des plats mijotés quand l'un de nous est malade. Ils célèbrent les grandes étapes de la vie de nos enfants comme s'ils avaient toujours été les leurs. C'est un amour qui n'a pas besoin d'être mérité. Il est simplement donné. Et nos enfants grandiront en sachant ce que cela signifie. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau choix de soi. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que davantage d'histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.